Je suis un habitué de la pagode depuis, je crois, 1949. Ça fait bientôt 50 ans, oui, parce que j'habite le quartier. Et avec mon amour que j'ai toujours pour le cinéma, tous les cinémas d'art et d'essai, pour moi, c'était les temples. Alors celui-là, en plus, avec son appellation, c'est donc un des temples du cinéma à Paris. Ces idéogrammes évoquent la faculté de l'homme à inventer sans cesse. Ensuite, on évoque directement la pagode. Il est dit que ce temple a été édifié par une génération et charge à la suivante de le faire renaître. La première fois que je suis venu ici, j'ai eu le sentiment bizarre de me trouver au Japon. Mais ce sentiment s'est très vite dissipé. Lorsque j'ai commencé à observer le bâtiment en détail, j'ai vu que ce n'était pas une reproduction fidèle. Les vitraux ne peuvent pas être japonais, car à l'époque où la pagode a été construite, ça n'existait pas au Japon. Le roman de Zola, Au bonheur des dames, décrit la masse d'objets japonais, éventails, parapluies en papier et bambou, objets, livres que l'on pouvait trouver sur les paliers du bon marché à très petit prix. On ouvrait un parapluie dans sa serre, on achetait des petits livres et les bourgeois, autant que les artistes, se plaisaient éventuellement, dans les années 1890, à se vêtir de costumes japonais qui étaient disponibles à Paris. Donc, on voit qu'à ce moment-là, le Japon est partout. Quelques années après, le kimono imprimé de la fin de l'époque Meiji devient la robe de chambre des Occidentaux. L'architecte qui a construit la pagode, qui est prête en 1896, est Alexandre Marcel, connaît extrêmement bien l'art de tous les temps, depuis qu'au milieu du Second Empire, les expositions universelles ont permis de voir des œuvres de tous les temps et de tous les pays, au moment où, en plus, les pays d'Extrême-Orient sont ouverts par les marins et les commerçants occidentaux au commerce. Moi, j'adore ce genre de lieu qui est à la fois le reflet d'un intérêt pour l'Extrême-Orient et d'une interprétation un peu libre, un peu fantaisiste, qui nous plonge dans l'exotisme du siècle passé.
Deux places pour faire la boucle. Bon là il faut retendre un peu, sûrement. Ça tourne. Voilà, impeccable. C'est magique parce que par rapport à tous les autres cinémas que j'avais connus, c'est un endroit inouï au point de vue cinéma. Et il y a eu tout un passé très riche sur le plan culturel qui s'est déroulé ici. J'ai connu Jean-Marie Straub, j'ai connu Robert Bresson, j'ai connu Jean Marais, j'ai vu Jacqueline Kennedy, j'ai passé le film La Combe Lucien de Louis Malle. Pour Jacqueline Kennedy, elle était toute seule dans la salle. Pas parce qu'elle avait réservé la salle pour elle toute seule, mais parce que c'était comme ça, c'était un jour en semaine à 14h. Et donc moi j'étais dans la cabine du haut, je savais qu'elle était là, c'était un peu émouvant. Tout ça fait que je suis extrêmement attaché au lieu et je n'oublierai jamais, quoi. C'est un endroit, même si j'y reviens pas souvent, c'est un endroit totalement mythique. Ce qu'on a passé à la Pagode, qui m'a beaucoup marqué, c'est les films liés à la guerre d'Algérie. Par exemple, donc Le Chagrin et la Pitié. Alors ça, c'était pas la guerre d'Algérie, c'était l'occupation. Mais on a passé avoir 20 ans dans les Aurès, des films comme ça. Et aussi bien pour Le Chagrin et la Pitié que pour ces films traitant de la guerre d'Algérie, on a eu des descentes de commandos d'extrême droite. On a eu des menaces téléphoniques, on a eu des bras droits de l'extrême droite qui sont arrivés matraquer le public dans la file d'attente et dans la salle. Et ça, c'est un souvenir qui montre que la Pagode n'était pas un cinéma vraiment militant, mais un cinéma impliqué dans la vie sociale, dans la vie culturelle. C'était toujours des films, difficiles, enfin des films d'auteur, c'est ça que j'aimais beaucoup. Films qu'on n'aurait pas vus ailleurs. Ou par exemple, je pense à un film de Jean-Marie Straub et de Daniel Vuillet qui était l'adaptation cinématographique d'un opéra posthume de Schoenberg, Moïse et Aaron. C'était quand même un film de 3 heures, donc on ne pouvait pas faire de nombreuses séances. Et c'était en plus 9 plans fixes de 20 minutes. Donc c'était pas du cinéma très facile, ni très commercial. Et je passe sur des films suisses improbables comme qui portaient toujours des noms merveilleux. La mort du directeur de Cirque de Puce, avec le fils de Michel Simon, Jean-François Simon. Ça c'était très très bien, mais ça n'attirait pas grand monde. Bon, on a aussi fait des lancements qui ont posé des problèmes. Par exemple, le film de Pasolini, Salo ou les 120 journées de Sodome, qui traînait derrière lui une odeur de soufre. Il avait été question que ce film soit totalement interdit. Et puis, comme ça aurait été un scandale culturel qu'on interdise en France une œuvre de Pasolini, le visa de censure a été donné seulement à condition qu'il ne soit projeté que dans une seule salle, la Pagode. Et on était la seule salle en Europe, pendant quelques temps, à pouvoir programmer ce film. Alors là, il y avait la queue en permanence, et entre les deux salles, qui fait l'une 225 et l'autre 200 et quelques places, à chaque séance, on faisait les marches, c'est-à-dire le plein total, plus 10 ou 12, à chaque séance, dans chaque salle. Et puis les gens qui venaient avec des pancartes, disant « N'allez pas voir ce film, cette horreur, je vous en supplie, n'entrez pas voir ce monstre, etc. » Alors évidemment, les gens n'avaient qu'une envie, c'était de le voir. Les gens arrivaient par exemple à 14h, ils savaient qu'ils n'entreraient qu'à 19h, ils restaient dehors sous la pluie. Et là, ça a été l'enfer. En quelques semaines, on a carrément rempli 3 ans ou 4 ans de programmation intéressante, mais peu commerciale. À l'époque, on a ouvert une galerie d'affiches de cinéma spécialisées et qui existe encore aujourd'hui et dont je m'occupe toujours et qui se situe juste en face de la Pagode. Il y a une continuité territoriale quasiment entre la Pagode et Ciné-Images. Et pour ma part, je suis très sensible au passage de l'un à l'autre.
Il y a toujours eu dans mon esprit des liens. C'est à cause de la pagode, quand même, que je suis là, aujourd'hui. Il y a eu aussi un festival Rudolf Valentino. Et là, on a vu, c'était encore le cas, maintenant ça n'aurait plus aucun sens, surgir un tas de vieilles bonnes femmes fanatiques de l'époque de Valentino, des espèces de personnes sans âge, en général un peu chic, qui vous racontaient la vie sexuelle de Valentino. C'était merveilleux. La vie est un miracle, version originale de Emir Kusturica. Tous les jours à 14h, 17h, 20h30. Film 10 minutes après la séance. Rendez-vous avec la peur de Jacques Tourneur de 1957. Tous les jours à 14h, 17h, 20h30. Film 10 minutes après la séance. Je suis venue danser ici à une fête privée en 1928 ou 29, je ne me rappelle plus. Cette salle qui brillait, l'or brillait, c'était extraordinaire. C'était un conte de fées, cette salle. C'était une merveille. Je me rappelle arrivant avec le chauffeur et la voiture et ma mère, et nous arrivions par là et tout le jardin était éclairé avec des bougies. C'était très joli. Donc, les invités entraient entre les dragons, là. Et ça faisait une impression extraordinaire, surtout quand on a 18 ans. J'ai l'impression de faire un voyage. Et les lustres éclairaient les dorures des peintures sur les murs. Ça faisait ressortir la dorure et les dragons, c'était magnifique. C'était splendide de voir la coloration des murs. Et puis, il y avait des énormes bouquets de fleurs. Et la maîtresse de maison était habillée en japonaise, avec son hobby dans le dos. Enfin, c'était très joli. Il y avait tout un orchestre, mais habillé en habit, en smoking. Pas en japonais. Je me vois encore dansant. Je ne sais plus avec qui, mais je me vois dansant en tout cas. Et les invités portaient des costumes orientaux. Portaient des costumes orientaux, se promenaient dans le jardin et arrivaient même à défiler dans la rue. Alors, il y avait tous les gens au balcon qui regardaient ça. C'était une véritable, si on peut dire, ce qu'on pourrait appeler maintenant une animation de quartier. Bon, bien entendu, c'était une animation de quartier avec des gens qui avaient quand même une certaine fortune et certaines possibilités, on dirait, financières. La pagode, bien entendu, est très originale, mais ce qui fait l'originalité, c'est sa naissance, dirons-nous, si on peut parler. Comment elle est sortie de terre. Parce que il y avait un terrain qui appartenait à un des directeurs du Beaumarchais. Et sur ce terrain, il fit construire, pour sa femme qui était un peu légère, et pour se faire aimer d'elle, il lui offrit en cadeau cette pagode. Puis là, il y a eu des histoires privées qui ont mal tourné. C'est-à-dire, je crois qu'une fois que la pagode a été installée, comme lieu de réception, elle est partie avec le chef comptable du magasin du Beaumarchais. Et donc, c'est resté comme ça. Le mari s'en est un peu servi, je crois encore. Et puis, c'est dans les années 30 que ça s'est transformé en cinéma. Mes parents sont mariés en 1926, le 17 novembre.
La dernière grande réception dans la pagode, c'est le mariage de mes parents. Et quand j'allais au cinéma avec mes parents, donc la maison d'à côté, c'était très facile, on descendait, on allait à la pagode. Et ma mère m'expliquait qu'enfant, elle avait été élevée dans cette énorme salle. Donc ma mère a été élevée là, et elle racontait toujours que tous les matins, à 7h du matin, on faisait de la gymnastique en petite culotte, été comme hiver, dans une pagode très peu chauffée d'ailleurs. Et ma mère racontait que c'était très joyeux, et on y donnait la comédie. Il y avait une petite scène. Alors comme à l'époque, on lui donnait des petits concerts, on jouait de la comédie. Il y avait des troupes de comédiens amateurs qui venaient, qui s'entraînaient là. Et là aussi, c'est une chose qui se faisait beaucoup à l'époque et ce qui se fait de moins en moins à Paris. Il y a de moins en moins de concerts dans les maisons privées. La pagode est vraiment... Une époque de l'histoire de Paris, si vous voulez. C'est la fin du 19e siècle, c'est une période où la bourgeoisie était reine, riche, fastueuse. Elle dépensait son argent pour s'amuser, pour recevoir. Et la pagode, voilà, c'est le témoin d'une certaine époque de l'Europe et de cette époque bénie d'avant la guerre de 14. Mon grand-père a décidé ensuite de louer tout le premier étage de l'hôtel particulier, qui était le grand salon Napoléon III, à l'ambassadeur de Chine, à l'ambassade de Chine. Donc ça a été l'ambassade de Chine. Et évidemment, la présence de cette pagode, l'ambassadeur de Chine a dit « c'est idéal pour nous, nous allons la louer également ». Et il l'a visitée, et il a vu à ce moment-là des tapisseries. Il y a des tapisseries qui sont évidemment des scènes de guerre, et évidemment des scènes de guerre entre le Japon et la Chine, entre des Japonais et des Chinois. Et naturellement, comme la pagode est japonaise, c'était les Japonais qui gagnaient. Et alors l'ambassadeur de Chine a dit « je ne pourrai jamais recevoir dans une pagode japonaise d'abord, et ensuite dans laquelle toutes les illustrations sur les murs sont des scènes de guerre dans lesquelles les Chinois perdent et les Japonais gagnent. » Voilà. Alors moi, j'ai jamais vécu dans la pagode, mais ça m'a fait beaucoup de mal quand on l'a vendue. Et aujourd'hui, chaque fois que je passe devant, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et ça me fera encore plus plaisir de la voir quand elle sera restaurée et quand elle sera belle, comme elle était belle, et quand les Parisiens pourront de nouveau l'admirer dans toute sa beauté, si vous voulez. Bonjour au chat. Et alors on vient là, ici, à la caisse, et puis on vous donne votre petit billet, puis bonjour, bonsoir, comment ça va, etc. Petite causette quand il n'y a pas trop de monde. Voilà. Et alors là, je me dirige toujours un peu vers cette place qui est là-bas. Voilà. Je me mets là pour ne pas avoir la petite lumière, la sortie de secours. Voilà, ça doit être par là, oui, je m'en rappelle. Et puis je jette un petit coup d'œil aux tapisseries, broderies. Et puis, voilà, on s'installe. Voilà, il faut faire attention parce que le fauteuil est très bas. Alors généralement, schlac. Alors je mets souvent une veste là pour pas que les gens s'assoient devant. Mais quand il y a beaucoup de monde, évidemment, il faut l'enlever. Sinon, je la mets là, comme ça. J'aime bien être un peu isolé. Et puis on regarde, voilà. Très étonnant quand même. C'est à la fois un cinéma et un musée.
regarde, il y a un beau chat. Tu vois le petit chat noir? Tu vois le beau chat? Mimi, 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 mimi.